Imu est arrivé, la Terre Sainte brûle, et elle baffe aussi. Et le trio de monstres attend toujours, pendant que Gunko se souvient. De quoi se souvient-elle? Tu pourrais te poser la question. Eh bien, c'est quelque chose qui fait de ce chapitre le plus important de l'arc d'Elbaf jusqu'à maintenant. Et ce chapitre commence par une illustration couleur saisissante. Et l'un des éléments que j'ai particulièrement aimé dans cette illustration colorée, c'est l'intégration de Lilith et Bonnet en tant que membres temporaires de l'équipage. Bien que la raison de la présence de Lilith dans ce café de service soit liée à sa version de Vegapunk obsédée par l'argent pour financer ses recherches, je pense que c'est elle qui a fixé les prix du menu du café, ce qui explique pourquoi Usopp semble complètement abasourdi en la regardant. Ce projet est géré par Lilith et Nami. Quant à Robin et Bonnet, elles ont été enrôlées uniquement pour le plaisir. Et Bonnet ici est d'une beauté et d'une innocence incroyables. Ce genre de représentation de Bonnet me touche profondément, car on ne l'a jamais vu vivre simplement son enfance sans être lié à des enjeux de vie ou de mort. Mais je dirais que la voir tenir un plateau sur lequel est inscrit RIP était un peu étrange et inquiétant. Je pense que le mot visé était rip-off, c'est-à-dire arnaque ou copie bon marché, comme le fameux bar de Shaki. Ce café est la version pirate du café de Maid. Mais en voyant seulement le mot RIP, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été Rest in Peace, repose en paix. Surtout que la position du plateau dans l'image le fait ressembler à une pierre tombale. J'ai alors pensé que c'était peut-être une allusion diabolique ou symbolique à la mort du père de Bonnet, et c'est la pire idée qui m'est passée par la tête. Heureusement, ce n'était pas réel. Ce qui rend cette illustration magnifique, c'est sa concentration et ses petits détails. Oda inclut habituellement tout l'équipage, ce qui l'oblige à dessiner des scènes larges. Mais ici, la scène est réduite et pleine de vie. Mais laissons les cafés de Maid et revenons aux affaires sérieuses des pirates. On reprend là où on s'était arrêté, et la première phrase de Scopper Gaban est absolument parfaite, car elle est toujours prononcée par les vieilles légendes lorsqu'elles entrent en combat. Elles disent toujours quelque chose comme « je suis rouillé » ou « j'ai vieilli » ou « je ne suis plus dans ma jeunesse ». On l'a vu avec Garp, Rayleigh et Barbe Blanche, et ces mots viennent toujours après une démonstration de puissance époustouflante, comme l'effet Galaxy, ou ici, après avoir tranché un des chevaliers sacrés en deux. Il y a plusieurs choses que j'ai aimées dans cette scène. D'abord, Gaban ne perd pas de temps, il tranche Saint-Somers comme s'il coupait un gâteau et continue son chemin. Ensuite, le combat à la hache est très plaisant à lire, ce qui est rare dans One Piece, où 99% des armes sont des sabres. Et si d'autres armes apparaissent, elles sont généralement maniées par des personnages secondaires sans vraie démonstration de force. Et enfin, ce qui m'a le plus amusé, c'est de voir Saint-Somers être effacé comme une tache sur des toilettes. Les réactions sur Twitter étaient géniales, et si Gaban n'avait pas été occupé, il aurait probablement anéanti Somers définitivement. Bien que Gaban soit entré comme une tempête qui détruit les chevaliers sacrés, il est arrivé un peu tard. La bibliothèque de la Chouette et l'école de Warose étaient déjà en feu. À ce moment, j'ai eu un instant de bêtise en voyant Killingham sortir un arc et des flèches enflammées. Je me suis dit, mais d'où il les sort? Mais peut-être qu'il s'est endormi et les a sortis de son rêve. Cela soulève une question. Peut-il utiliser son pouvoir sur lui-même? Auparavant, il devait faire rêver les autres. Et s'il peut utiliser son fruit sur lui-même, cela le rapproche du pouvoir du fruit de Luffy. Donc, Gillingham peut imaginer quelque chose, s'endormir, puis transformer ce rêve en réalité. Ou peut-être qu'il a fait rêver Annie d'un arc et de flèches, et les lui a pris de son rêve. Mais voir Robin regarder le feu dévorer l'endroit était déchirant. Elle ne pleure pas seulement, je pense qu'elle tremble. Elle revoit Ohara brûler encore une fois. Au début, je ne pensais pas que c'était si grave. Je croyais qu'on allait juste libérer Nami et Jinbei, et que ce serait terminé. Mais la fin du chapitre a tout changé. Il semble que l'incendie soit bien plus menaçant que je ne le pensais. Et on revient à Ronia, la géante que Gunko a ramenée de la mort. Un acte rare pour une noble mondiale. Elle a montré une certaine gentillesse, comme si elle avait un bon côté. Et c'est une idée très étrange venant d'un Tenryubito. Mais la scène où Ronia s'excuse d'être en vie m'a totalement anéanti. Plus encore que les excuses de Robin à Enies Lobby. Ronia se blâme car son existence a causé toute cette destruction. Même si les enfants et les géants essaient de la rassurer, j'espère qu'elle passera du temps avec Robin, pour qu'elle lui dise que sa vie n'est pas un péché. Ronia ici est une version géante de la petite Robin. Robin aussi a ressenti que sa présence causait le malheur et qu'il vaudrait mieux qu'elle meure pour que les autres survivent. Mais on a dépassé ce stade depuis 20 ans. Et le combat entre Gaban et Gunko, c'est l'un des meilleurs moments. Le pouvoir de Gunko à manipuler le futur est incroyable. Elle a utilisé des flèches pour esquiver l'attaque de Gaban, ce que Saint-Somers n'a pas su faire. Et on a vu dans ce chapitre une superbe utilisation de la vision du futur. Gaban a vu que toute attaque de sa part mènerait à la mort de Colon par Gunko, ce qui confirme que Gunko était prête à tuer une enfant, ce qui détruit complètement toute idée précédente que j'avais qu'elle puisse être gentille. Et j'aime ces scènes, car elles ajoutent un poids dramatique intense. On l'a vu avant avec Luffy à Udon, ou avec Shanks quand il a vu Kid détruire sa flotte. Le futur ici n'est pas juste une vision, c'est une menace réelle qu'il faut empêcher. Gunko a décrit son pouvoir comme une flèche de mon futur certain, une annonce d'une violence inévitable. Et même Gaban, malgré sa puissance, n'a pas pu changer ce futur à ce moment-là. Peut-être parce que Gunko détient un pouvoir lié à sa volonté de changer la trajectoire, ou que le destin de l'attaque était déjà scellé. Mais n'oublions pas non plus que Gaban
Gaban est dans une situation difficile, car il doit protéger Colon. Cela limite ses actions. En voyant ce qu'il est arrivé à Gaban dans ce chapitre, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler les mots de Dragon. Quand Kuma a commencé à parler des enfants, Dragon l'a aussitôt interrompu en disant « Continue si tu veux me voir mort, les enfants sont le point faible de tout parent. » Et cela s'est confirmé avec Bartolomeo, et maintenant avec Scopper Gaban. Et à Elbaf, même si Scopper Gaban a vaincu Saint-Somers, il est finalement tombé dans le piège qu'il avait lui-même tendu. On n'a pas vu les épines le blesser, mais Gaban s'est fait transpercer par des lances pour sauver son fils. Et de cette manière, le bras gauche du roi des pirates a été vaincu de manière très convaincante. Tous ces éléments doivent s'aligner avec précision, sinon Gunko n'aurait aucune chance. Et c'est pourquoi je suis très satisfait de ce qui s'est passé ici. Je veux dire, je ne suis pas heureux de voir Scopper Gaban devenir un kebab, mais je pense que le traitement de l'événement a été très bien fait. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que Gaban semble tomber dans le monde souterrain, ce qui pourrait activer et alerter le trio monstrueux, Loki et les nouveaux guerriers géants, qui sont encore totalement en dehors de ce conflit pour l'instant. Et c'est bien que Gaban les rejoigne dans la salle d'attente. Et ce qui va se passer pour le reste d'Elbaf, c'est qu'on va progressivement envoyer tous nos puissants combattants là-bas, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Usopp face à Imu, seul. Et ainsi, il deviendra le brave guerrier des mers, ce qui est évidemment une blague, car on sait tous que ce n'a jamais été l'histoire d'Usopp. Dans les 2 dernières pages de ce chapitre, une pluie de bombes narratives s'abat sur nous, et aucune ne concerne Usopp. La première, le cri de Colon pour son père, ce qui évoque chez Gunko un souvenir du passé, où elle aussi crie pour son père, qui semble clairement être Brook. Et selon ce que l'on sait pour l'instant, l'explication la plus directe de ce flashback est que Gunko est la fille de Brook. Bien sûr, il y a d'autres possibilités, et il y a environ 1 mois, j'ai publié une vidéo où j'expliquais pourquoi j'étais sûr que Gunko allait se tourner vers le bien, ou qu'elle était gentille au fond d'elle depuis le début. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires du genre « Gunko ne changera jamais ». Et maintenant je dis « Où sont vos mains? Levez-les dans les commentaires ». Je ne dis pas cela pour me vanter à propos de pirates fictifs, ce n'est pas une capacité spéciale de ninja que je possède, n'importe qui peut le prévoir, parce qu'Oda fait ça à chaque arc. Et si cela n'était pas si étroitement lié à Brook, j'aurais été un peu déçu que l'on emprunte encore une fois le même chemin. Mais puisque cela porte la promesse d'un passé riche pour Brook, je suis très enthousiaste. Et la seule raison pour laquelle je ne suis pas sûr à 100% que Gonko est la fille de Brook, c'est qu'elle l'appelle Brook au lieu de papa, comme la plupart des enfants. Mais, comme c'est souvent le cas dans One Piece, Gonko n'est peut-être pas sa fille biologique, mais plutôt une élève ou une fille adoptive. Dans ce cas, utiliser le prénom a du sens, parce que Nami par exemple n'appelle pas belle-mère maman, mais par son nom. Et peut-être que Gonko a vu son père biologique se faire tuer par un des chevaliers sacrés, et ensuite Brook a pris soin d'elle. Et il est possible que d'autres événements tragiques aient eu lieu après cela, parce que nous ne savons pas encore exactement comment cela s'articule dans le récit. Mais ce que nous savons, c'est qu'Oda donne toujours à une antagoniste belle, peu importe ce qu'elle a fait, une chance de rédemption via un fond narratif qui justifie ses actions. Et dans ce cas, il semble que l'excuse narrative, c'est que la mémoire de Gonko a été effacée. Peut-être même que Gonko n'est pas son vrai nom. Et cette scène où l'on voit un père se sacrifier pour son enfant est ce qui a ravivé cette mémoire. Et cela ressemble tout à fait à une forme de pouvoir de l'amour. Peu importe le type de contrôle mental qui pèse sur Gonko, il n'est pas brisé par un fruit du démon ou du haki, mais par la force de l'amour. Ce qui est aussi intéressant dans cette image du flashback de Brook, c'est son épée. Elle ressemble étrangement aux épées de la famille Figarland, celles qu'ils utilisent en tant que chevalier sacré. Et si j'étais un fou d'internet, je dirais que Brook a peut-être été un chevalier sacré dans le passé. C'est pour ça qu'il en sait autant sur eux. Même si je ne pense pas que ce soit l'interprétation la plus sûre pour le moment. Son épée pourrait très bien être une arme ordinaire de son pays d'origine, surtout qu'il était officier militaire avant de devenir pirate. Mais maintenant, on doit se poser la question. Jusqu'à quel point ce qui s'est passé entre Colin et Gaban se répète-t-il avec Brook et Gonko? Est-ce que le père de Gonko s'est sacrifié pour elle, tout comme Gaban l'a fait? Est-ce que c'est pour cette raison que ce souvenir a ressurgi? Oda est souvent très précis dans la construction de ces événements, et il s'appuie énormément sur les répétitions intentionnelles. C'est pourquoi je pense que lorsque nous verrons un flashback de Brook ou de Gonko, il ressemblera beaucoup à ce qui s'est passé ici sur Elbaf, ou même exactement à ce qui est arrivé à Colin et Gaban. Et honnêtement, cela pourrait aussi expliquer pourquoi Brook n'a pas demandé à Gonko sa fameuse question sur ses sous-vêtements. Au-delà du fait que tout le monde peut déjà les voir, ce n'est clairement pas une question à poser à sa fille, ou à quelqu'un que l'on considère comme sa fille. Je dois dire que je suis très excité par cet événement, et si le chapitre s'était terminé sur cette scène, cela m'aurait suffi. Mais Oda ne s'est pas arrêté là. Dans les dernières pages, Imu apparaît et prend le contrôle du corps de Gonko. Nous sommes désormais dans une confrontation directe avec Imu, qui menace de révéler le pouvoir d'un dieu. Et ce n'est pas la première fois qu'un personnage dans One Piece menace d'utiliser une force divine, mais c'est peut-être la première fois que je crois réellement en cette menace. Et c'est une énorme victoire pour tous ceux qui disaient que Gonko était une sorte de réceptacle ou de médium pour Imu, car il y a un lien clair entre eux. Il semble même que Gonko était présente dans la salle du trône quand le roi Cobra a été tué, puisqu'il a été transpercé par une flèche. Et peut-être qu'Imu la contrôlait déjà à ce moment-là.
Ou peut-être que c'était juste une flèche démoniaque ordinaire, on ne sait pas encore exactement. Mais je ne peux plus ignorer le lien direct entre Gonko et Imu désormais. Et maintenant, la troisième bombe qu'on ne peut pas ignorer, c'est que la Terre Sainte de Marie-Joise est attaquée en ce moment même. Et pas seulement attaquée, elle brûle, ce qui franchement est mérité. Ils essaient actuellement de brûler les bâtiments d'Elbaf, donc c'est juste que leur propre palais soit en feu également. Maintenant, je me demande si les chevaliers sacrés seront rappelés à Marie-Joise pour gérer cette crise, ce qui mettrait fin au conflit à Elbaf. Et ensuite, on passerait à l'histoire de Loki, ce qui pourrait donner à Brook une bonne raison de se rendre à Marie-Joise pour régler l'affaire Gonko. Mais je ne pense pas qu'Imu restera ici très longtemps, au vu de la crise à laquelle il fait face. Peut-être qu'on verra un aperçu de son véritable pouvoir, puis il disparaîtra ailleurs. Mais la plus grande question c'est, qui attaque la Terre Sainte en ce moment? J'ai quelques candidats en tête. Dragon semble le choix le plus évident. Après tout, l'armée révolutionnaire a été fondée pour renverser les nobles. Mais je n'exclus pas non plus Barbe Noire, puisqu'on l'a vu se préparer à une grande invasion dans un lieu encore inconnu. Mais la surprise, c'est qu'Eiichiro Oda a dessiné cette scène il y a 7 ans, lorsqu'un homme mystérieux est apparu en train de brûler le château de Pangaea dans une bande-annonce du jeu World Seeker. Ce qui veut dire qu'Oda planifie cela depuis longtemps. Et avec ça, on arrive à la fin de l'analyse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, alors laissez vos commentaires et avis sur le chapitre, et surtout, abonnez-vous à la chaîne, car on veut atteindre les 1000 abonnés le plus vite possible. Ciao. Yo